petit bug dans la vidéo, excusez-moi pour ça. Bienvenue dans ce nouveau webinaire des portes ouvertes éco-bâtisseurs. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le concept des portes ouvertes éco-bâtisseurs en temps normal, il s'agit en fait de visites physiques de bâtiments construits ou rénovés de façon durable afin de susciter justement des échanges entre des maîtres d'ouvrage expérimentés et des candidats à la construction ou à la rénovation. Bien entendu, l'édition 2020 a été quelque peu chamboulée en raison de la crise sanitaire, et donc c'est pourquoi nous vous proposons cette fois-ci une série de webinaires, dont celui-ci. Et aujourd'hui, en particulier, nous allons vous parler de rénovation durable en copropriété. Alors, il faut savoir qu'évidemment, une copropriété rajoute une série de contraintes supplémentaires qui n'existent pas dans le cadre d'une rénovation individuelle, mais ce n'est pas pour autant que c'est mission impossible, loin de là. Nous allons découvrir ce soir avec Karen. Bonsoir Karen, je vais te mettre ici. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Karen, donc, qui va nous présenter son projet de rénovation. Il s'agit en fait d'un ancien étage de bureaux qui étaient vides, qui ont été complètement rénovés en penthouse, au standard passif qui plus est. Donc Karen va nous expliquer un petit peu comment on est arrivé à faire une telle rénovation dans un contexte, en expliquant peut-être justement les difficultés qu'elle aurait eues dans le contexte de la copropriété. Et alors, pour aller un peu plus loin sur cette thématique, nous avons également Julie Bindels de HomeGrade, bonsoir Julie. Bonsoir. Qui elle, donc HomeGrade, qui est un organisme public bruxellois dont la mission est d'accompagner justement des rénovateurs, soit pour des économies d'énergie, mais également dans un contexte de petites copropriétés. On entend par là des copropriétés jusqu'à 6 unités de logement, si je ne m'abuse. Et donc l'idée, c'est de garder quand même un petit peu cette interactivité que nous avons en temps normal par les visites physiques. Et pour ce faire, évidemment, on va se contenter du chat pour cette fois-ci. Donc, en bas de votre écran, vous avez une petite icône discussion que vous pouvez utiliser pour poser vos questions en cours de présentation. N'hésitez absolument pas à les poser. Ma collègue Catherine, que je salue également, qui est là, bonsoir. Vous suivra justement toutes vos interventions pour pouvoir les relayer à l'issue des présentations que nous ferons, Julie et Karen. Alors, je propose d'entrer directement dans le vif du sujet. Je pense que les gens sont surtout là pour ça. Et donc, Karen, je vais te laisser la parole pour nous expliquer un petit peu le chantier que tu as pu mener. Voilà, à tout à l'heure. Je vous présente notre projet Anatole France à Schaerbeek. Moi, je suis Karen Sass et je viens de Flandre, mais j'ai suivi l'amour à Schaerbeek. Donc, je vis maintenant avec mon mari et mes 2 enfants dans la rue Anatole France. Je suis ingénieur architecte, mais je travaille maintenant comme consultant de mobilité. Donc, lors le choix de notre maison, nous avons pensé qu'il était important de pouvoir vivre en ville sans voiture et qu'il y avait aussi suffisamment d'espace extérieur. Lors de la conception de l'appartement lui-même, l'impression d'espace était la priorité absolue pour nous. Vous pouvez créer une impression d'espace plus petite ou plus grande avec la même surface. Donc, c'est plutôt l'impression qui est le plus importante pour moi. Attends. Ah oui, ça marche. Donc, nous avons eu la chance de trouver un immeuble de bureaux vide et de transformer le dernier étage en appartement bioécologique. Le lieu, les terrasses, la lumière et l'impression d'espace rendent cet appartement idéal pour nous. Et puis, une superbe vue comme cerise sur le gâteau. Et d'autres ont suivi notre exemple. Maintenant, la moitié inférieure du bâtiment se compose des bureaux encore, mais avec 3 étages d'appartements au-dessus. Donc, c'est un beau mélange fonctionnel. Je peux certainement recommander, pendant la recherche d'une maison, d'également chercher des bureaux ou quand même des bâtiments industriels. Nous pensons qu'il est logique de construire durablement et pour moi, cela commence par un lieu en ville, à proximité de toutes sortes de commodités, comme vous voyez sur la page ici.
De plus, nous avons délibérément opté pour une rénovation avec un espace extérieur suffisant comme seule condition absolue. Nous avons conservé le squelette en béton existant, mais nous avons aussi opté autant que possible pour des matériaux durables. Comme vous voyez ici, la cellulose et les flocons de laine de bois comme isolation de façade et de sol, dans une construction en bois aussi, et le coton recyclé dans les murs intérieurs, la menuiserie en bois avec triple vitrage. Les murs intérieurs, le sol, les façades et les terrasses sont tout finis en bois. Le chauffage se fait avec une pompe à chaleur RO, une unité extérieure et sur le toit et une unité intérieure est dans la salle de bain. Les éléments chauffants sont 3 ventiloconvecteurs basse température dans le salon et un radiateur mural dans la salle de bain près de la douche. L'avantage des convecteurs est le réchauffement rapide de la pièce qui permet de réagir rapidement à l'alternance de soleil et de nuages ou à l'obscurité qui tombe. L'ensemble est contrôlé par le système domotique et le chauffe-eau solaire fournit de l'eau chaude. Lorsqu'il y a trop peu de soleil, la pompe à chaleur intervient en secours. Nous avons opté aussi pour un système de ventilation entièrement mécanique, le système D, avec récupération de chaleur. L'avantage ici est d'avoir bien sûr l'air frais, mais aussi des débits contrôlés, moins de perte de chaleur et la filtration de l'air entrant. Enfin, un toit vert extensif est situé au-dessous de l'appartement. Et alors aussi une petite particularité, la récupération des eaux de pluie. Ce n'était pas possible à l'intérieur, mais l'isolation de la façade s'étend en fait de l'extérieur contre la façade arrière directement vers l'intérieur contre les parois latérales, comme vous voyez dans le slide. Cela garantit qu'il y a 2 morceaux de façade vides sans isolation, à la hauteur des murs latéraux en briques de 30 cm à peu près. Donc, dans la façade, il se trouve maintenant un bassin de collecte des eaux de pluie haut et étroit. On a fabriqué ça nous-mêmes avec un tuyau en PE et que nous avons fermé en haut et en bas et qui est équipé avec un robinet. Cette eau de pluie récupérée est utilisée pour arroser les plantes et rincer les toilettes avec un seau. Par rapport de la copropriété, parce que nous faisons une rénovation en profondeur dans un bâtiment de copropriété, nous avons dû obtenir l'approbation de l'association des copropriétaires pour les travaux des parties communes. Donc, pour isoler et renouveler les toits et pour mettre un toit vert. Et aussi pour placer quelques installations techniques pour la chaudière solaire et la pompe à chaleur sur le toit. Heureusement, obtenir l'approbation des copropriétaires n'était pas un problème, mais nous avons eu des problèmes avec l'aspect financier des choses parce qu'il y avait des problèmes d'organisation dans la copropriété et par conséquent, certains copropriétaires n'ont pas payé à ce moment-là. De plus, nous avons fait exécuter les travaux par l'entrepreneur de notre rénovation. Ça, je ne recommande pas. Rétrospectivement, il aura été préférable que les travaux sur les parties communes soient séparés et exécutés par un autre entrepreneur qui est nommé par le syndic. Et un autre conseil aussi important est de ne pas oublier de rédiger un descriptif des lieux avec des photos avant le début des travaux et de les faire signer par tous les copropriétaires et éventuellement, comme chez nous, par des voisins des bâtiments adjacents. Donc ça, c'est aussi important pour n'avoir pas de problème pendant la construction. Voilà, ça c'est ce que je veux dire. D'accord. Donc en fait,
si je comprends bien, en l'occurrence ici, il n'y a pas vraiment eu de soucis majeurs non plus dans votre projet, si ce n'est ces aspects évidemment un peu financiers qui restent délicats. Oui. Pour le reste, techniquement, ça n'a pas posé de problème. Il n'a pas fallu passer, par exemple, j'imagine, je sais pas, des gaines techniques ou ce genre de choses qui auraient dû passer par Non, des communs. Vous n'avez non. pas eu besoin. Sans doute parce que vous étiez sur un dernier niveau, peut-être. Oui, oui. On Là. a aussi coupé le chauffage qui était au début, qui était aussi commun, Oui. mais on a décidé de les couper et on est tout séparés maintenant. D'accord. Ok. Vous êtes totalement individuel par rapport à la gestion de votre chauffage. Oui. C'est vrai qu'on entend parfois copropriété, on peut imaginer des projets aussi de beaucoup plus grande ampleur où on aurait un système, par exemple, de pompe à chaleur commune Ouais. qui permettrait de chauffer l'ensemble des unités de logement. C'est vrai que c'est quelque chose. Honnêtement, j'en ai cherché un pour pouvoir aussi un peu illustrer le propos ce soir. Ça, je n'en ai pas trouvé. Ça reste une denrée rare. Mais c'est vrai que techniquement, c'est possible. Et c'est vrai que ce sera encore des projets Ouais. un peu plus loin dans la démarche, mais évidemment qui nécessite toujours cet accord et au niveau de la copropriété. Ça va. Je ne sais pas, Catherine. Oui, justement, il y a une question qui vient d'arriver dans le chat, Karen, de la part de Nathalie, qui demande, vu que le toit est commun au bâtiment, elle demande si les copropriétaires ont accepté de payer une part. Oui. Oui, chez nous, donc sur le toit du 6e, on a coupé en deux. Donc le parti de passif, d'isolation passive, était pour nous seulement. Et l'isolation qui était normale, c'est pour tout le monde. Ok, super. Il y a une deuxième question qui vient d'arriver dans le chat, mais Nathalie vous dit déjà merci pour la réponse. Et la deuxième question, c'est de savoir pourquoi vous déconseillez le même entrepreneur pour les travaux personnels et les travaux de copropriété, parce que vous avez en effet dit qu'avec du recul, vous auriez fait autrement. Ouais. Vous pourriez expliquer la raison pour laquelle vous déconseillez ça? Oui, la première chose est qu'on avait eu des problèmes avec l'entrepreneur. Ça, c'est une chose, mais aussi, je pense que le choix de l'entrepreneur est aussi important et on avait l'impression que nous avions fait le choix et pas le syndic et les copropriétaires. D'accord, donc ce n'était pas une question de facturation, par exemple? Non, Simple, non, ça pas. Voilà, donc... il n'y a pas d'autres questions dans le chat. J'ai vu par contre que vous aviez installé des panneaux solaires ou c'est moi qui ai mal interprété la photo? Non, oui, c'est des panneaux solaires, mais pour l'eau chaude, non, pas pour l'électricité. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez. Voilà, il y a une question qui vient d'arriver dans le chat de Nathalie qui demande, j'imagine, s'il existe des primes ou si vous avez bénéficié de primes à la rénovation. Oui. Quelle est la procédure entre copropriétaires à ce moment-là? C'est surtout l'approbation qui est important sur cela. Mais pour les toits, par exemple, on a divisé les primes entre les copropriétés. Mais on a aussi d'autres primes de rénovation, par exemple. Et ça, ce n'était pas de problème que c'était quelque part de la rénovation était commune et l'autre part était privée. D'accord. De la part de Julien, donc Julien pose la question de savoir si vous avez dû faire modifier l'acte de base de la copropriété, par exemple le changement de bureau en logement, la répartition des frais de chauffage. Oui, c'est une bonne question. J'ai oublié ça. C'était quelque temps passé. Donc, oui, on a dû changer l'acte de base. Et aussi parce que les étages plus bas ont aussi transformé de bureaux dans des appartements.
D'accord, donc j'imagine que ça répond bien à la question. Ici, il y a une personne qui demande s'il y a eu des problèmes quelconques avec le syndic et les autres propriétaires. Et voilà. Et c'est Grégory qui pose la question. Juste les problèmes financiers et d'organisation, c'était un peu compliqué à le moment où on a acheté l'appartement. C'était juste des problèmes qui n'ont pas relatifs aux rénovations. C'est juste, c'était là. C'était plutôt des problèmes humains, c'est ça que vous voulez dire? Oui, Problèmes de relations humaines, c'est ça? oui. D'accord. Voilà, justement, Grégory demandait voilà, il parlait surtout de convaincre les autres propriétaires. Est-ce que ça a dû être fait, par exemple, lors d'une assemblée générale, ou est-ce que c'est Oui. vous allez voir chacun des propriétaires et vous discutez avec eux? Comment est-ce que vous vous êtes organisé par rapport à ça? C'était dans l'Assemblée générale que nous a présenté le projet et on n'a pas eu de problème, en fait. Tout le monde a un peu l'impression de dire « Ah, si ça ne coûte pas pour nous, ce n'est pas de problème. » Juste les toits, alors, et les choses communes. Mais pour placer des installations sur le toit, c'était comme ah, vous pouvez le faire si nous ne devons pas payer pour quelque chose. Donc. D'accord. Après, je ne connais pas les termes quand on doit voter en copropriété, mais Nathalie demande s'il faut une majorité spéciale ou comment vous vous êtes organisé. Oh, ça, je ne me souviens pas, mais je pense que c'est surtout une majorité. Mais chez nous, c'était unanime, donc ça n'était pas un problème. Ça facilite les choses, en effet. Oui. Il y a une question ici de Céline par rapport à l'isolation acoustique. Donc, vous aviez parlé tout à l'heure, en effet, de laine notamment. Oui. Ici, est-ce que cette isolation acoustique a été également prévue au sol? La personne qui pose la question juste après demande aussi un peu des explications par rapport aux matériaux que vous avez utilisés pour isoler les murs, les sols, le toit. Donc, c'est deux questions qui se rejoignent un peu. Oui, je vais essayer de répondre à tout. Donc, pour l'acoustique, c'est important. Chez nous, on a le triple vitrage et c'est important de voir si les plaques en verre sont de différentes épaisseurs. Donc, ça change, ça c'est mieux pour l'acoustique. Et aussi, le sol est acoustiquement, je ne sais pas le mot, il est séparé acoustiquement. Donc, on a un sol en béton et puis on a mis le bois, mais on a fait un rubber, je ne sais pas ce qu'est en français. Oh, je ne sais plus. Quelque chose entre le Le béton et le bois. caoutchouc? Du Oui, caoutchouc? le caoutchouc Voilà. entre les deux pour séparer l'acoustique, notre appartement acoustiquement des autres appartements. Donc, vous avez isolé avec du bois, c'est ça? Et puis Ouais. là-dessus, vous avez mis du caoutchouc. Non, le caoutchouc, je pense que c'est sur un des slides. Je vais voir. Ici, vous voyez, à droite, les Faut planchers et puis en repartager. dessous. Karen, Ah oui, ok, on ne ok, voit ok. pas Attends, votre écran, donc il faut repartager attends. votre écran. Oui. Voilà. Voilà. Voilà, donc là-bas, à gauche, vous voyez le sol en bois et puis en dessous, et il y a des petites choses en bois et là, il se trouve le caoutchouc qui fait la séparation. D'accord, ok. Donc ça, c'est pour le sol. Oui. Par rapport
Au mur? vitraux, là, vous avez expliqué ce qui est important, c'est Oui. d'avoir des épaisseurs différentes pour avoir justement une bonne isolation acoustique notamment. Ouais. Et par rapport au toit et au mur, qu'est-ce que vous avez utilisé comme matériaux? Les murs aussi, on a séparé avec le caoutchouc, mais par exemple, à l'intérieur aussi, l'acoustique est aussi important. Donc, vous voyez à gauche le OSB, mais l'autre côté du mur intérieur, on a utilisé une autre plaque et c'est, je ne sais pas le nom en français, mais c'est une autre matière et donc une autre poids. Et la différence en poids fait mieux pour l'acoustique. Tu peux toujours essayer, Karen, de dire en néerlandais parce que je suis métier, donc je n'ai peut-être pas le vocabulaire technique, mais dis-moi, c'était avec quoi? Een néerlandais. magnesiumplaat. Ah, ben c'est du magnésium, mais Oui, je sais pas, ouais, je sais pas si je c'est peux. pas courant le plat Oui, comme ça. de la magnésie, je sais pas trop. Ça, je sais pas vous aider. Et Donc, aussi, bien sûr, le toit vert fait aussi grand-chose pour l'acoustique à l'extérieur alors. et pour l'isolation aussi. Oui, pour l'isolation aussi. D'accord. Donc là, c'est bon. Vous avez bien répondu aux différentes questions par rapport aux matériaux. Il y a une question liée à l'architecte. La personne demande si vous avez travaillé avec un architecte et si la transformation de logement en bureau demande un permis ou non. Oui. J'étais l'architecte moi-même, donc ça allait très bien. Mais oui, on a besoin d'un permis. D'abord, pour le changement de bureau dans les appartements, un appartement. Et surtout aussi parce que la rénovation était si profonde, on a aussi dû demander un permis. D'accord. J'essaye de suivre parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont arrivées dans le chat. Oui, si tu veux, je peux un peu t'aider aussi, Catherine, parce que c'est vrai qu'effectivement, ça commence à affluer. Une autre question était relative au choix des matériaux. Est-ce que vous aviez le libre choix d'utiliser ce que vous vouliez ou est-ce qu'il fallait que ce soit approuvé par la copropriété également? Oui, on était très libre parce que, comme vous voyez ici, notre appartement est plus petit de l'autre part du bâtiment. Donc, on pouvait choisir la façade et les fenêtres. C'était facile. Pour les autres appartements, au 4e et 5e, ce n'était pas comme ça. Donc, ils ont dû rester le Rester bois homogène dans le extérieur. choix des châssis, ce genre de choses. En fait, tout le bâtiment a été rénové, si je comprends bien, en même temps, plus ou moins. Oui, mais on était le premier et le 4e et 5e étage est surtout à l'intérieur. Donc, ça fait maintenant 3 appartements sur chaque étage et c'est surtout l'intérieur. Je pense qu'ils ont aussi changé les fenêtres, mais ça, c'est tout. Okay. Parfait. Justement, il y a une question, Karen, par rapport à l'achat, justement. Est-ce qu'il faut d'abord avoir l'accord du syndic avant de penser à l'achat du bien? Ici, dans ce cas-ci, vous étiez dans les premiers à être sur le coup. Mais donc, la question est plutôt dans le sens, est-ce qu'on peut se lancer sans certitude que ça sera accepté dans cet achat? Ouais. Et au niveau du permis, c'est aussi une très bonne question parce que j'ai aussi oublié de mentionner ça. Donc, on a fait le compromis, ça aussi en français, oui. compromis. Oui. Et puis, on a mis dans le compromis qu'avant l'acte, on devait avoir le permis pour le changement de bureau en appartement. Ça, donc, il y avait une clause suspensive sous réserve d'obtention de ce permis pour valider l'achat, en fait. Ouais. Okay. Et par rapport au choix du matériau, là,
vous avez, voilà, vous aviez cet accord pour la transformation en appartement et les grands principes, mais est-ce que cet accord, il concernait également le choix des matériaux ou pas? Oui, oui, on a fait tous les plans avant les travaux et avant le permis, bien sûr. Donc, et avec tous les plans, on a on a fait l'assemblée générale et on a fait l'approbation des copropriétaires. Il faut penser à tout. Oui, En assemblée générale, pour être ça c'est le ne mieux. rien oublier, il faut vraiment être prêt. Hein. Oui, 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 parce que si ça change quelque part, on doit le faire de nouveau. Donc, Oui, c'est ça. En fait, il y a vraiment une que ça a préparation. pris un peu comme ça par rapport, enfin, entre le moment où vous avez trouvé le bien et le moment où tout était… entre l'achat et le début des travaux, c'était… J'ai aussi avait 2 enfants entre-temps, donc c'était quelques années. Je pense 3 années ou quelque part, mais ça c'est parce que j'étais en train de travailler et d'avoir des enfants aussi. Et puis après les travaux, c'était des problèmes avec l'entrepreneur et on a même eu un procès, donc Ah oui. c'était difficile. Il y a je pense qu'on peut, Benoît, je ne sais pas, peut-être Oui, encore prendre une dernière question une ou dernière on peut question, continuer. oui. Je Voilà. vois que… Donc ici, il y a une question justement par rapport à la commune, savoir si la commune est venue vérifier la conformité urbanistique. Non, je n'ai vu personne. Il n'y a plus personne. Voilà. Non, pour les primes, oui, mais pas pour le permis. D'accord, bien. Ben voilà, bon, évidemment, on se rend compte que ça, ça amène pas mal de questions. Si jamais vous avez encore des questions, vous pouvez toujours encore continuer dans la seconde phase du webinaire. Mais je propose, là pour la suite, Karen, arrêter peut-être ton Oui, partage d'écran. Et alors, je vais laisser la parole à Julie qui va justement nous préciser un petit peu tous ces aspects, je dirais plus organisationnels, j'imagine tout ce qui est syndic, comment ça fonctionne, quelles sont justement les étapes à suivre. Donc, enfin, voilà, je vais laisser la place à Julie, que je vais également ici mettre en évidence. Julie, nous t'écoutons. Oui. Alors, j'ai partagé ma présentation. Voilà. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Julie Bindels. Je travaille chez HomeGrade et je fais donc en partie équipe de l'équipe en fait qui fait des accompagnements pour les petites copropriétés. Donc ici, j'aimerais commencer par faire le point sur qu'est-ce que c'est en fait des travaux en copropriété. Donc les travaux en copropriété sont des travaux aux parties communes. Donc déjà, il faut faire la différence entre les parties privatives qui sont réservées à l'usage exclusif d'un seul des copropriétaires. Donc, c'est par exemple son appartement, les caves ou un box de garage. Et de l'autre côté, il y a les parties donc communes qui sont en général l'enveloppe du bâtiment. Donc la toiture, la façade, le sol, la cage d'escalier, puisqu'elle est utilisée par tous les copropriétaires, et éventuellement des systèmes collectifs comme une chaudière collective ou une production d'eau chaude collective. Alors, il faut savoir qu'il existe également des parties communes qui sont à usage exclusif d'un seul copropriétaire. Donc, c'est parfois le cas pour les balcons. Donc, il n'y a qu'un seul des copropriétaires qui va pouvoir utiliser le balcon, mais s'il y a des problèmes, par exemple, de stabilité à ce balcon, ce sera la copropriété qui devra prendre en charge les travaux. Alors, vous trouverez toutes ces informations par rapport à la répartition des parties communes et privatives dans votre acte de base. Et donc ici, vous voyez par exemple un plan du géomètre qui est joint à l'acte de base, qui montre que ici en jaune clair, les parties communes et en couleur alors les différents lots privatifs.
Alors ici, j'ai quelques exemples en quoi pourraient consister des travaux durables en copropriété. Donc, ce serait par exemple isoler thermiquement les surfaces de déperdition, donc la toiture, la façade, le sol, le plafond des caves, avec des matériaux durables, comme la cellulose, le liège ou la laine de bois. On pourrait imaginer aussi le remplacement des systèmes collectifs de chauffage ou d'eau chaude sanitaire par des systèmes avec un meilleur rendement. Pour certaines copropriétés, il peut être intéressant d'installer des panneaux photovoltaïques sur la toiture. Donc, parfois, elles sont accordées juste au compteur de la copropriété, mais on peut s'imaginer que la copropriété loue ou met à disposition la toiture pour mettre une installation qui est raccordée à un compteur privatif d'un des copropriétaires. Pour les grosses copropriétés, une cogénération pourrait par exemple être intéressante. Pour les grosses rénovations, on pourrait imaginer aussi une nouvelle installation de ventilation collective, donc une ventilation mécanique contrôlée. Mais souvent, ça se fait que dans les grosses rénovations, étant donné que le passement des tuyaux, etc., ça prend quand même un peu de place. Donc voilà, c'est surtout pour les grosses rénovations. Le placement d'une citerne d'eau de pluie, ça peut être également intéressant si par exemple elle est raccordée à la chasse d'eau de plusieurs copropriétaires, ou encore le placement de nouveaux châssis performants. Donc j'aimerais bien juste faire une petite remarque par rapport aux châssis parce que souvent les châssis sont privatifs. Donc, le remplacement est à charge des copropriétaires, mais il arrive qu'il y ait des notes ou des remarques par rapport au châssis dans votre règlement de copropriété qui dit par exemple qu'il faut les remplacer tous en même temps ou qu'il faut garder une certaine homogénéité au niveau des couleurs ou des matériaux utilisés. Donc, informez-vous bien quand vous voulez remplacer vos châssis, s'il n'y a pas des remarques par rapport à ça dans votre règlement de copropriété, et discutez-en avec le syndic et avec la copropriété. Voilà. Alors, déjà, les travaux en soi, en copropriété, ce n'est pas très simple. Donc, arriver à faire des travaux durables en copropriété, il faut mettre d'autant plus d'énergie. Et donc, comment peut-on y arriver? Déjà, il faut que les différents copropriétaires aient un objectif commun. Donc, souvent, les copropriétaires, ils ont des priorités, des intérêts et des urgences par rapport aux travaux qui sont différents les uns des autres. Donc, par exemple, le copropriétaire qui habite sous la toiture, lui, il va préférer qu'on va isoler la toiture, tandis que le copropriétaire qui habite au rez-de-chaussée va préférer qu'on va prioriser les travaux d'isolation du plafond des caves, par exemple. Donc, ce qui est intéressant, c'est alors de réaliser une analyse générale de l'immeuble par exemple, un audit, afin de faire le point de comment atteindre au mieux une bonne performance énergétique et comment arriver à un bâtiment durable et également de prioriser les travaux. Alors, il est également important de rappeler à tous les copropriétaires que tout le monde est dans le même bateau, en fait. Donc, trop souvent, on voit que quand quelqu'un achète un appartement dans une copropriété, qui va juste visiter son appartement, qui n'est pas du tout au courant de l'état de la toiture ni de la façade. Et donc, il prévoit ses budgets de rénovation pour son appartement et il ne pense pas qu'en fait, il y a peut-être des travaux de copropriété à faire bientôt et donc il n'y a plus de budget. Donc, il faut responsabiliser les copropriétaires aussi par rapport à ça, que quand on achète en copropriété, on a des responsabilités. Alors, un autre point qui bloque souvent, c'est l'argent. Les moyens financiers ne sont pas les mêmes pour tous les copropriétaires. Et souvent, les travaux se font malheureusement aussi dans la précipitation. Donc, souvent, on fait les travaux de toiture quand la toiture fouille, ou bien on isole la façade, c'est quand on a des infiltrations de la façade. Donc, on n'a pas le temps
de réfléchir à un projet global, de comparer les différentes possibilités. Et donc voilà, donc il faut vraiment anticiper aussi financièrement en fait. Et donc c'est important d'avoir une liste des travaux à réaliser dans le futur. Et donc ça permet par exemple, si vous avez le projet d'isoler toute l'enveloppe de votre bâtiment, mais vous n'avez que le budget actuellement pour faire les travaux de la toiture, bah, vous commencez avec l'isolation de la toiture et vous dites, voilà, dans 2 ans, on va passer à l'isolation de la façade. Donc, c'est intéressant de déjà demander un devis pour la façade. Comme ça, vous avez une idée du prix que pourra coûter ces travaux et de faire un appel de fonds en fonction en fait, de ces travaux-là. Voilà, donc un phasage éventuel. Voilà, donc déjà d'avoir une idée globale des travaux, je pense important aussi, parce que ça permettra vraiment d'avoir un projet de qualité à la fin. Donc par exemple, si on sait qu'on va faire la façade dans 2 ans, ben, on pourra demander au couvreur qui fait la toiture aujourd'hui de bien prévoir les raccords futurs avec l'isolation future de la façade, afin que l'isolation soit bien continue. Voilà. Et donc, oui, donc ce qui est important aussi, c'est que chaque copropriétaire connaisse bien les aides financières auxquelles il a droit, parce que ça peut aider tout simplement à voter ou contre les travaux et avoir une idée de ce qu'il devra débourser réellement. Alors, voilà, oui, un point qui décourage aussi souvent les copropriétaires, ben, c'est la procédure à suivre. Surtout pour les syndics bénévoles, ben, ils ne sont pas toujours au courant exactement de comment il faut faire, par où commencer. Donc là, je vais aller un peu plus en détail. Donc, par où commencer? Tout d'abord, il faudrait vérifier si votre copropriété est bien en ordre. Donc, en général, quand vous avez un syndic professionnel, c'est le cas. Quand vous avez un syndic bénévole, ça arrive quand même souvent que la copropriété ne soit pas en ordre, c'est-à-dire que l'association de la copropriété soit bien enregistrée au bureau sécurité juridique. Donc, normalement, ça se fait automatiquement lors de la vente du premier lot, mais certaines anciennes copropriétés ne sont pas enregistrées. Donc, ça, vous pouvez le vérifier simplement sur le site de la Banque Carrefour des entreprises en faisant une recherche par adresse. Alors, ce qui est obligatoire aussi, c'est d'avoir un syndic, qu'il soit bénévole ou professionnel. Donc, il doit être désigné lors d'une assemblée générale à la majorité absolue. Une fois que le syndic est désigné, il devra être enregistré. Donc, en général, c'est le syndic qui s'enregistre à une banque Carrefour d'entreprise de son choix. Alors, ce qui est important aussi pour le bon fonctionnement d'une copropriété, c'est le fonds de réserve et le fonds de roulement. Donc, le fonds de roulement, c'est pour tous les dépenses courantes, donc comme les assurances, les factures d'électricité, par exemple. Alors que le fonds de réserve, c'est justement sur ce fonds-là qu'on va verser les appels de fonds pour des travaux futurs, par exemple. Donc, voilà, n'attendez pas avant de mettre votre copropriété en ordre. C'est vraiment important que votre copropriété soit en ordre afin que le jour où vous devez prendre des décisions, vous pouvez les prendre directement sans devoir faire encore des enregistrements, etc. Alors, une fois que vous avez vérifié que votre copropriété est bien en ordre, voilà, vous voulez faire des travaux, eh bien, il faut voter les travaux. Donc, pour ça, il faut convoquer une assemblée générale. Donc, ça, c'est le syndic qui le fait par un courrier recommandé au plus tard 15 jours avant le début de l'assemblée générale. Donc, ce qui est très important aussi, c'est donc justement de mettre le vote des travaux à l'ordre du jour de l'assemblée générale. Donc, chaque copropriétaire peut, au plus tard jusqu'à 3 semaines avant la période pendant laquelle l'assemblée générale a généralement lieu, il peut donc informer le syndic des points qu'il aimerait bien ajouter à l'ordre du jour. Donc, l'assemblée générale ne pourra que délibérer de ces points-là. Donc, c'est très important puisque si vous décidez
de quelque chose qui n'était pas à l'ordre du jour, un copropriétaire peut venir plus tard en disant voilà, la procédure n'a pas été respectée et la décision n'est pas valable. Voilà. Alors, pour qu'une assemblée générale puisse avoir lieu, il faut atteindre un quorum minimum de présence, c'est-à-dire un nombre minimum de copropriétaires présents qui représente un minimum de quotité. En début d'assemblée générale, il faudra également désigner un président et un secrétaire. Donc, ce sera vraiment que pour la durée de cette assemblée générale-là. Donc, le président, il va animer et guider la réunion. Et le secrétaire, qui est souvent le syndic, va rédiger le PV de l'assemblée générale. Après, voilà, il y a la discussion par rapport aux travaux, etc. Et puis, il faudra voter pour ou contre les travaux. Donc, chaque copropriétaire va voter. En général, les travaux se votent à 2/3 des voix des copropriétaires présents ou représentés, à l'exception de travaux urgents ou, par exemple, des travaux imposés par la loi, comme la mise en conformité de l'électricité. Et ben, ça se vote à la majorité absolue. Il est intéressant de savoir aussi qu'on peut prendre des décisions en dehors d'une assemblée générale, mais ces décisions doivent être prises à l'unanimité et il faut avoir une preuve écrite. Donc voilà, une fois que les travaux sont votés, il faut acter la décision dans le PV de l'assemblée générale et faire signer le PV par tous les copropriétaires présents. Voilà. Alors, j'aimerais bien aussi attirer l'attention sur le fait de bien vérifier si donc, les travaux que vous allez réaliser nécessitent, oui ou non, un permis d'urbanisme, que ce soit avec ou sans architecte. Donc ça, c'est très important. Donc, vérifiez soit auprès du service urbanistique de votre commune, soit chez HomeGrid, chez nous, pour voir s'il faut un permis pour ces types de travaux. Voilà, donc une fois que les travaux sont votés, il faut choisir l'entrepreneur. Donc, c'est le syndic ou même des copropriétaires qui peuvent alors récolter les devis. Après, il faudra donc refaire la même procédure, convoquer une assemblée générale, etc., pour pouvoir voter le choix de l'entrepreneur. Donc, parfois, le vote des travaux et le choix de l'entrepreneur se font en même temps lors d'une même assemblée générale, mais il arrive souvent que on va d'abord voter lors d'une assemblée générale les travaux qu'on va réaliser pour déjà décider quels travaux vont être pris à charge de la copropriété pour pouvoir plus facilement demander des devis aux entrepreneurs. Et puis, il faudra une autre réunion pour décider et choisir l'entrepreneur. Donc, normalement, l'assemblée générale a lieu qu'une fois par année, ce qui peut ne pas être suffisant justement quand on est dans des procédures de travaux. Donc, la copropriété peut demander une assemblée extraordinaire. Donc, c'est soit le syndic qui le convoque, et soit un ou plusieurs copropriétaires qui possèdent ensemble au moins 1/5 des quotités. Donc, voilà. Oui. Alors ici, j'aimerais bien faire le point sur la rénovation d'un appartement dans une copropriété, étant donné que c'est ici le cas du projet qui a été présenté aujourd'hui. Donc, il s'agit donc d'un appartement qui a été rénové durablement dans une copropriété et pas une rénovation générale durable de toute la copropriété. Donc, en soi, dans vos parties privatives, vous faites ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de demander l'accord à la copropriété. Mais il peut arriver que voilà, vous faites des travaux chez vous, vous allez quand même toucher aux parties communes, comme ici, par exemple, à la toiture ou aux façades. Et donc là, il faut demander l'accord de la copropriété, comme donc, Karine l'a fait pour dans son projet. Donc, il faut d'abord déjà prendre connaissance de qu'est-ce qui est privatif, qu'est-ce qui est commun, et puis présenter le projet à la copropriété. Et s'il y a des travaux qui sont liés aux parties communes, voter les travaux qui vont être pris à charge, oui ou non, de la copropriété. Donc, il faut même voter si la personne qui fait la rénovation décide de prendre tous les frais à sa charge. Il faut quand même avoir l'accord de la copropriété, étant donné qu'on touche aux parties communes.
D'ailleurs, il est intéressant de toujours garder une trace de ce qui a été fait. Donc, par exemple, si le copropriétaire du dernier étage décide de faire des travaux à sa charge à la toiture, ben, il faut quand même avoir des traces dans le dossier de la copropriété par rapport à l'entrepreneur, par exemple, qui a été utilisé, qui a fait les travaux au cas où il y a une fuite, par exemple, de savoir quel isolant a été mis en place, etc. Donc, il faut vraiment avoir toutes ces informations-là. Et donc, je vous conseille également de bien communiquer avec la copropriété, d'informer la copropriété des avancements si, par exemple, il y a un permis d'urbanisme en cours, informer la copropriété d'un planning de travaux et des désagréments éventuels. Par exemple, des corps de métier qui vont passer régulièrement dans la cage d'escalier, ben, ils vont faire des crasses. Les travaux, ben, ça fait du bruit. Et donc, surtout, actuellement, avec les gens qui sont souvent en télétravail, ça peut être rapidement source de conflits. Donc, communiquer un maximum pour un minimum de surprises et un minimum de conflits. Alors voilà, donc on a vu que pour mener à bien un projet de rénovation durable en copropriété, il faut vraiment s'armer. Donc n'hésitez pas à vous faire aider. Donc nous, chez HomeGrid, par exemple, on propose donc des accompagnements pour les petites copropriétés. Donc on peut vous informer sur le fonctionnement et l'organisation de base des copropriétés. On peut définir les travaux prioritaires. Donc, quand la situation sanitaire le permet, on fait des visites sur place de votre immeuble pour prioriser les travaux et pour voir avec vous quelles sont les techniques les privilégiées en fait dans votre cas. Pour le moment, on propose des visites virtuelles. On peut analyser avec vous vos différents devis pour voir s'ils respectent bien les conditions des primes, par exemple. On peut aussi proposer un accompagnement individuel pour chaque copropriétaire par rapport aux primes. Et si vous avez besoin d'un permis sans architecte, là aussi, on peut vous aider à constituer le dossier. On participe aux assemblées générales ou aux réunions de copropriété. Donc, en général, on participe au début des réunions pour donner toutes les informations nécessaires concernant les primes, les travaux prioritaires, etc. Et de donner un conseil neutre à tous les copropriétaires pour que lors de l'assemblée générale, chacun puisse voter pour ou contre les travaux en ayant toutes les cartes en main. Donc, tous nos services sont gratuits et sur notre site, vous trouverez aussi plusieurs brochures qui pourraient vous aider, donc entre autres la gestion de la copropriété et différentes brochures sur des travaux. Alors, juste puisque tout à l'heure, la question a été posée pour les primes. Donc, en effet, en copropriété, en fonction des primes, la prime doit être demandée différemment. Donc, par exemple, pour les primes avant travaux, les primes à la rénovation, ils doivent être demandés individuellement et elles sont réservées aux propriétaires occupants ou aux propriétaires bailleurs qui louent par agence immobilière sociale. Et puis, il y a les primes énergie après travaux, qui là, si votre copropriété est bien enregistrée, vous pouvez faire qu'une seule demande pour toute la copropriété. Donc là, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions par rapport à comment demander vos primes en copropriété, etc. Alors, il y a d'autres services qui peuvent vous aider, comme par exemple le facilitateur bâtiment durable. Donc, eux, ils vont plus s'occuper des plus grandes copropriétés. Ils proposent également gratuitement un quick scan, donc ils priorisent aussi les travaux. Il y a le SNPC, qui est le syndicat national des propriétaires et des copropriétaires. Donc, c'est intéressant, surtout pour les syndics bénévoles, de devenir membre du SNPC, puisqu'ils ont un service juridique, en fait. Donc, vous pouvez les appeler et ils vous fournissent également des documents types qui peuvent être intéressants en copropriété, comme la convocation, etc. Donc, le SNPC, c'est francophone. Pour les néerlandophones, il y a le Verenigde Eigenaars. Et puis, il y a d'autres services, comme par exemple des centres de médiation, des aides juridiques de première ligne, etc. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider. Donc, voilà, j'arrive à la fin de ma présentation. Donc, vous pouvez poser vos questions. Et si jamais j'arrive pas à répondre à toutes les questions, n'hésitez pas à contacter HomeGrid, donc par téléphone pendant nos permanences téléphoniques ou par mail.
On a un guichet, mais qui malheureusement actuellement est fermé. Donc voilà, merci. Bien, merci Julie. Pendant que tu faisais ta présentation, il y a eu une question par rapport justement à cet enregistrement de la copropriété. Est-ce une obligation légale ou est-ce que c'est par simple sécurité? Et une seconde question par rapport au fonctionnement. Justement, la personne demande si le procès verbal est signé par tous les copropriétaires présents. Pourquoi est-ce que le syndic peut attendre jusqu'à 1 mois pour envoyer le PV en question? Alors, pour la première question, donc oui, c'est une obligation légale. Donc, la copropriété doit être, donc déjà l'ACP, donc l'association de la copropriété doit être enregistrée. Et donc ça, de nouveau, comme j'avais dit, ça se fait automatiquement, c'est le notaire qui s'en occupe généralement. Et d'enregistrer le syndic, c'est une obligation depuis, je pense, avril 2017. Donc oui, c'est obligatoire. Voilà. Et donc, la deuxième question, c'était... C'était par rapport au PV. Donc, s'il est signé par tous les copropriétaires présents, pourquoi est-ce que le syndic peut encore attendre ce délai d'1 mois avant de l'envoyer? C'est une bonne question, je ne sais pas. D'accord. Peut-être que si tu as l'information, il y a moyen de faire parvenir l'information Tout à fait. par la suite. Sinon, la question vient de Nathalie. Elle peut peut-être vous adresser directement la question par la suite, hein. Tout à fait. Il y a une question ici concernant les recours possibles. Donc, quels sont les recours possibles si la copropriété refuse les travaux? Alors ici, on va dire des questions très juridiques, hein. Donc voilà, on n'est pas un service juridique, mais je vais essayer quand même d'y répondre partiellement. Donc les recours, donc c'est le cas par exemple si la personne du dernier étage veut isoler sa toiture et que la copropriété n'est pas d'accord. En tout cas, là, voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. La personne dit que c'est tout à fait ça. Oui, donc en effet, donc, normalement, voilà, c'est la copropriété qui décide, mais si vous considérez que c'est une décision abusive, que certaines personnes abusent en fait de leurs droits, parce qu'ils ont peut-être beaucoup de quotité, vous pouvez toujours aller donc, devant le juge de paix. Et donc, c'est lui, avec toutes les informations qu'il va recevoir, qui va décider alors est-ce que la décision qui a été prise est abusive, oui ou non. D'accord. J'espère que ça répond à la question qui était posée dans le chat. Mais en attendant de voir si la personne... voilà, oui, tout à fait. Donc, ça répond à la question. Il y a une autre question concernant la définition. Comment définit-on une petite copropriété? Alors, actuellement, donc, on fait la différence donc, entre nous, HomeGrid, on s'occupe donc des petites copropriétés. Donc, c'est les copropriétés jusqu'à 6 logements ou plus si toutes les installations sont individuelles. Donc, chaque appartement a sa propre chaudière, production d'eau chaude, etc. Et donc, pour les autres copropriétés de plus de 6 logements et qui ont des systèmes collectifs, alors c'est plutôt le facilitateur qui va s'en occuper. Mais ce n'est pas c'est pas une définition légale, hein. C'est quelque chose entre les facilitateurs et nous pour pouvoir nous répartir les différentes demandes. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a une nouvelle question qui vient d'arriver dans le chat. En même temps, Karen répond aussi partiellement à des questions. Merci beaucoup de faire ça. Une question de Nathalie donc, qui dit dans le cas d'une partie commune à usage exclusif d'un copropriétaire, celui-ci doit-il quand même demander l'accord de l'ACP pour les travaux, par exemple l'asphaltage? J'imagine que c'est par exemple pour justement le balcon. À ce moment-là, oui, il touche aux parties communes, donc il faut l'accord de la copropriété. Donc, dès que dans votre acte de base, c'est défini comme partie commune, il faut demander l'accord de la copropriété, même si c'est vous qui faites les travaux, que vous les prenez à votre charge. D'accord, merci beaucoup.
Vous avez parlé tout à l'heure d'un facilitateur. Là, il y a une personne qui se demande ce que c'est un facilitateur dans le cas. Alors, le facilitateur bâtiment durable, donc c'est un service proposé par Bruxelles Environnement. Et donc, ils font un peu ce que nous on fait aussi. Donc, ils viennent faire des visites sur place pour prioriser les travaux. Ils font un quick scan de votre immeuble pour voir par quels travaux commencer ou quels sont les travaux qui pourraient diminuer votre consommation d'énergie au maximum. Voilà, donc c'est un service en fait gratuit. Je remercie d'ailleurs Céline d'avoir mis le lien. Donc, il y a dans le chat, vous pouvez voir le lien justement vers ce que Julie vient de raconter par rapport au service offert par Bruxelles Environnement. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions dans le chat, mais moi, j'avais noté une question par rapport à ce que vous avez raconté au début. Voilà, moi, je me demandais qui doit tenir cette liste de travaux à réaliser dans le futur. Alors, c'est le syndic. C'est le syndic. Alors, c'est même obligatoire. Je ne sais plus sur combien d'années il faut prévoir les travaux, mais depuis janvier 2019, c'est le syndic qui doit tenir cette liste. Mais il peut bien évidemment se faire aider par des architectes ou des experts pour pouvoir rédiger cette liste. Merci beaucoup. Il y a ici une question d'une personne qui s'inquiète de savoir ce que le gouvernement peut imposer ou pas. Donc, est-ce que le gouvernement bruxellois va obliger les propriétaires à isoler d'ici 2 ou 3 ans? Donc, pour le moment, il n'y a pas encore d'obligation. Donc, voilà. Ok, merci. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de répondre à une question en lien avec la Wallonie. Quel serait l'équivalent du facilitateur bruxellois, mais alors du côté wallon? Est-ce que ça existe? Est-ce que ce service est également disponible? Donc, vraiment le même service, je sais qu'il n'existe pas. Je sais qu'il y a les guichets de l'énergie en Wallonie, mais voilà. Je pense que certains services sont payants, mais voilà, je ne peux pas vous dire plus que ça. Je ne sais pas, Benoît, est-ce que toi, tu as cette information-là? Je pense effectivement aux guichets d'énergie qui ont effectivement tout un service de conseil un petit peu dans le genre de ce que HomeGrid propose. Je sais que c'est par eux aussi qu'on peut introduire toute une série de demandes de crédit 0% par exemple pour des rénovations. Il y a des systèmes de financement qu'il est possible d'avoir chez eux, mais ça implique d'avoir en tout cas un entretien avec eux. Ils sont répartis un peu partout en Wallonie, donc chaque ville dispose de son guichet. Et c'est vrai que j'invite plutôt alors les gens à les contacter en direct, parce que l'offre est quand même assez large au niveau de leur service aussi. En termes de copropriété, par contre, effectivement, je n'en ai pas connaissance spécifiquement. Voilà. Merci, Benoît. Pour l'instant, pas d'autres. Ah, voilà, il y a Céline qui rajoute une information, je pense, plutôt. Pour tous les propriétaires, certificat EPB, imposé à tout bâtiment bruxellois, respect des conseils d'amélioration énergétique suivant le certificat, échéance tous les 5 ans. Là, je dois bien avouer que je suis un peu perdue, donc peut-être que... Je pense que ce qu'elle veut dire, c'est que pour le moment, donc, il y a les certificats PEB qui se font par logement. Et donc, dans le futur, il y a un projet qui fait qu'il existera certainement des certificats PEB pour l'ensemble de l'immeuble, de la copropriété. Merci beaucoup. Bien. Je crois qu'on touche tout doucement au bout des questions, Catherine, si je ne m'abuse. Oui, il n'y a pas d'autres questions qui sont arrivées en effet dans le chat. Si jamais je voulais dire aussi, donc c'est vrai que c'est un sujet relativement touffu, notamment par rapport à tous ces aspects juridiques. Si jamais d'autres questions devaient encore arriver, je voulais indiquer aussi sur notre page Facebook, nous avons un groupe en fait sur lequel vous pouvez vous inscrire.
et qui permettent un petit peu prolonger les débats qui ont lieu pendant les webinaires. Et donc, voilà, moi, je me chargerai de regarder ce qui transite par là, quitte à peut-être répercuter à Julie ou à Karen en fonction des questions pour avoir des précisions peut-être sur certains éléments qui n'auraient pas été répondus ce soir. Oui, voilà. Le Facebook d'Hongrie, merci Geneviève. Effectivement, c'est aussi une source sûre. On a parlé tout à l'heure encore aussi de primes. Je sais aussi qu'un bonus prime énergie a été mis en place par la région de Bruxelles-Capitale pour un peu pallier justement à la situation sanitaire qui a impacté quand même tout le secteur de la construction. En fait, ce sont les primes énergie existantes qui ont été majorées. Donc, il y a certains critères aussi qui permettent d'augmenter la prime auquel on avait droit. C'est quelque chose qui fonctionne, si je me souviens bien, jusqu'au septembre 2021. Donc, c'est vrai que ça vaut la peine d'aller jeter un œil là-dessus. Je vous enverrai de toute façon les liens de tout ça. Donc, à l'issue du webinaire, vous recevrez un emailing avec justement les différents liens qui pourraient vous éclairer par rapport à ces notions-là. Excuse-moi, le bonus oui. a été prolongé jusqu'à fin d'année. Ah, il a été prolongé, mais voilà, je ne le savais pas. Voilà. Mais à l'origine, je crois que c'était septembre, donc ça a été, oui, je crois que la crise se prolonge un peu aussi. Donc, on voit les chances plein, tant mieux. Donc, ça permet un petit peu plus de mou pour effectivement lancer des projets de ce type. Qu'est-ce que je voulais encore vous indiquer? Je pense, oui, moi, je pense que j'ai fait le tour de mon côté. Je remercie bien évidemment les interventions de Karen et de Julie. Merci Catherine aussi pour ton suivi. Merci à tout le public qui était là aussi. Pour info, nous avons encore un dernier webinaire qui va clôturer ce cycle 2020 un tout petit peu prolongé demain soir. Mais là, on va quitter Bruxelles et on va aller en Wallonie cette fois-ci. Et on traitera d'une toute autre thématique puisqu'il s'agira de comment concevoir un logement modulaire et évolutif. Donc un logement qui pourrait évoluer en fonction de vos étapes de vie, des enfants qui partent, ou des maisons kangourous, ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est encore un dernier webinaire qui aura lieu demain soir. Les inscriptions sont encore ouvertes jusqu'à demain matin, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et je pense que je ne vois pas d'autres questions. Ah si, il y a encore des petits. Non, c'est des merci, merci, merci. Merci à vous. Et alors, nous remettrons également ce webinaire pour pouvoir revoir ça à tête plus reposée. Nous le remettrons en replay qui sera accessible sur le site des co-bâtisseurs. Je ne sais pas si, Julie, éventuellement, ta présentation pourrait être envoyée ou pour un petit peu regarder oui, ce que tu as raconté. Karen, peut-être éventuellement aussi pour les aspects plus techniques, justement. On a eu des questions sur l'isolation thermique et acoustique. C'est vrai que ce sont des postes importants, donc c'est toujours intéressant d'avoir un témoignage de gens qui ont mis ça en place. Pour ma part, je pense qu'on a fait le tour de la question pour aujourd'hui et je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée. À bientôt.